Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien pendant ces vacances de Noël et que vous profitez bien en famille, que vous êtes entourés et bien sûr bien gâtés. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pendant les vacances pour parler des joueurs de manière individuelle, c'est-à-dire qu'on va noter le début de saison de tous les joueurs de l'effectif du Real Madrid. Du coup, vidéo qui sera pas du tout courte, elle sera même un peu longue le temps qu'on détaille rapidement tous les joueurs du gardien jusqu'au dernier des attaquants. On va avoir du boulot et forcément je vous laisserai aussi me dire en commentaire quel est pour vous le top 5 des meilleurs joueurs de l'effectif en ce début de saison, les 5 aussi qui peuvent être pourquoi pas des flops selon vous et pourquoi pas essayer de faire comme moi, de mettre des notes aux joueurs et de comparer vos notes avec les miennes et je viendrai débattre avec vous dans les commentaires. Je vous rappelle aussi au passage les amis que j'ai un compte Instagram pour ceux qui veulent venir débattre avec moi directement en message privé sur Instagram. Je réponds absolument à tout le monde pour parler football, parler manga, animé, de tout ce que vous voulez. Du coup, n'hésitez pas, il y a les liens en description. C'est AlexandreYT07. Ça fera plaisir de vous voir là-bas de plus en plus nombreux. Du coup, merci à tous ceux qui viennent me suivre. Autant ici, parce qu'on est bientôt 92 000 abonnés à l'heure où je tourne la vidéo, et bientôt 10 000 abonnés sur Instagram. Merci à tous. Première vidéo, enfin premier joueur de la vidéo, on passe à Monsieur Thibaut Courtois, qui a certes pas joué tous les matchs parce qu'il y a des moments où il avait des petits pépins physiques et c'est Lounine qui avait pris l'intérim pour 5 ou 6 matchs, mais globalement Thibaut Courtois, sans forcément être le Thibaut Courtois le plus en forme qu'on ait vu on va dire ces dernières années, parce que il est vrai que même s'il est impérial la plupart du temps, au final sur 19 matchs il n'a fait entre guillemets que 6 clean sheets. Il faut dire aussi, et c'est la vérité, que ça ne dépend pas de lui, les clean sheets. La plupart du temps, il est abandonné par sa défense, il a subi toute la fragilité défensive du Real Madrid en ce début d'année, même si ça s'est amélioré avec le temps, mais c'est vrai que, un peu comme contre Séville, on fait des erreurs un peu bêtes et du coup on a pris des buts qu'on aurait pu largement éviter. Mais la plupart du temps, Thibaut Courtois nous sauve la mise, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, il nous a sauvé de plein de situations où des fois on était mené de 1 ou 2 buts, mais pas plus grâce à lui. Et pour moi, Thibaut Courtois, même si des fois il fait peur dans les sorties au pied, même si des fois il fait peur avec ses passes aux défenseurs, même si par moment, et on l'a vu notamment contre le Rayo, il n'était pas le plus impérial du monde, il est tellement excellent que forcément, dès qu'il baisse un peu en régime, ça se remarque tout de suite. Mais pour moi, sans être un 10 ni un 9, il mérite au moins un 8 sur 10. 21 buts concédés quand même, soit plus d'un but concédé par match, c'est pas forcément ce à quoi il nous habitue, même si, comme je le répète, il n'est pas fautif sur la plupart des buts. Bien au contraire. Pour Lounine, on a une saison beaucoup moins bonne forcément, parce que là, Thibaut Courtois est de retour après ses ligaments croisés, il a moins de confiance, il a moins de rythme, il a moins d'opportunités, il en aura sûrement avec la Copa del Rey qui va arriver en janvier, et quelques petits matchs comme ça, je pense de temps en temps, en espérant que Courtois non plus ne se blesse pas plus, de ce qu'il a déjà connu auparavant. Mais Lounine, moins impérial. 2 clean sheets quand même sur 5 matchs joués, c'est pas mal, mais 8 buts concédés. Encore une fois, ça dépend aussi de la défense qui était alignée, de l'adversaire, etc. Donc les gardiens, ils ne peuvent que subir, même si bon, faut pas oublier quand même qu'il en a pris 4 contre le Barça et qui aurait pu, pour certains, être largement évitable et nous éviter de couler. Et je suis certain que Thibaut Courtois contre le Barça n'aurait pas pris les 4 buts. Il en aurait au moins évité un ou deux, qui aurait évité un massacre en tout cas comme on a vécu, et une humiliation impressionnante. Mais au-delà de tout ça, parce que contre le Barça c'était, je rappelle, l'équipe globalement qui était pas bonne, surtout en deuxième mi-temps, mais Lounine, pour moi, pour le peu de matchs qu'il a joué avec le Real aujourd'hui, enfin cette année, c'était pas le plus impérial. Il a fait une magnifique passe D à un moment donné sur un grand dégagement pour Vinicius, mais je veux dire, tu vois, qu'il avait remis en confiance et tout, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas le Lounine non plus en confiance et dynamique de l'an dernier. Du coup, je lui ai mis la note de 5 sur 10. Pour Carvaral, on a un joueur qui malheureusement s'est pété les ligaments croisés, triple fracture au genou, qui sera pas disponible avant un an, donc il va revenir assez tard l'année prochaine. Un joueur qui certes passe les années, un joueur qui est là depuis plus de 10-11 ans en équipe première depuis son retour en 2013, au Mercato 2013, mais un joueur qui est toujours aussi important. Je peux pas lui mettre 9 ou 10 sur 10 parce qu'il n'a joué que 10 matchs. Il en a profité pour marquer un magnifique but, il a marqué, enfin il a fait aussi une passe décisive, il a pris 0 carton rouge, seulement 2 cartons jaunes pour un mec aussi vicelard, pour un mec aussi impactant, mais tu vois, malgré tout ça, malgré le fait qu'il ait joué que 10 matchs, je lui mets quand même la note de 7 sur 10. Parce que pour moi, le Real Madrid, sans Carvaral, est beaucoup moins puissant.
un buffle sur le terrain, mais aussi un meneur d'hommes, un leader de vestiaire qui manque par son impact, qui manque aux entraînements, qui manque par ses paroles et surtout qui galvanise les troupes. Et pour moi, c'est un vrai capitaine dans l'âme, un vrai enfant du club, tout comme l'était Nacho. Et pour moi, son absence est énorme. Et on le voit avec Lucas Vazquez, qui bien sûr ne tient pas la comparaison défensivement et globalement dans les performances globales du joueur, en termes de potentiel et tout, mais Carvajal, malgré les 10 matchs, montre à quel point c'est un taulier et à quel point il revenait à un niveau exceptionnel depuis déjà 2 saisons, tu vois. Après un gros trou d'air où il avait enchaîné plein de blessures, problèmes au cœur, etc. Et un petit peu des trous d'air aussi dans son rythme et sa forme. Mais depuis qu'il avait retrouvé son niveau l'an dernier et tout, il était exceptionnel. Donc pour moi, Carvajal, 7 sur 10. Ferland Mendy. Ferland Mendy qui n'est pas un grand latéral offensif et qui prouve cette année à quel point offensivement c'est le néant, mais encore plus, et je pense que d'année en année on s'en rend compte toujours plus, et c'est un peu dommage. Défensivement c'est sa force, le physique, apporter cet impact dans les duels, mais cette année, même défensivement, il prend l'eau. Beaucoup d'espace laissé, manger dans les 1 contre 1, manger dans l'impact, manger dans le placement, des erreurs bêtes, et surtout, il se prend des tempêtes contre tout le monde. À un moment donné, il est fort que contre les équipes pas ouf, et encore que même là, il prend la tempête aussi. Donc pour moi, Ferland Mendy, c'est un 4 sur 10. Zéro stat, et en plus, quasiment aucun bon match référence cette saison. Presque aucun. Ou alors contre des équipes qu'on a bouffé largement. Et c'est quand même pas forcément une réussite, tu vois. Enfin bon, son concurrent, Fran Garcia, fait à mon sens à peine mieux. Parce que bon, il a joué un peu plus de matchs, il s'est un peu plus imposé, il fait de meilleures choses offensivement, même si offensivement, beaucoup de centres ratés, beaucoup de centres précipités, des prestations défensives toujours très moyennes, voire très décevantes, et même s'il avait une marge de progression un peu intéressante, qu'il est formé au club, qu'il apporte peut-être plus de jeu quand on a besoin, par ses débordements, etc., ses opportunités qu'il peut apporter de dédoubler, de proposer des solutions à la passe, etc., pour attirer les défenseurs et tirer les blocs. Pour moi, c'est pas suffisant. Il n'a pas le niveau global du Real Madrid. Je l'ai défendu pendant longtemps. Mais pour moi, avec ce que je vois, malgré son temps de jeu qui augmente et la confiance globalement qui peut augmenter, c'est pas suffisant. Et tout comme Mendy, pour moi, si on devait prendre Alphonso Davies et Miguel Gutiérrez, ben je suis désolé, mais Fran Garcia et Ferland Mendy devraient partir tous les deux. Juste que Ferland Mendy, comme c'est un profil défensif que Miguel Gutiérrez, que Fran Garcia et Alphonso Davies ne sont pas, ce serait quand même important de le garder pour le côté complémentaire. Mais en termes de niveau pur, que ce soit Fran Garcia ou Mendy, ils ont tous les deux pas le niveau du Real Madrid. Statistiquement, offensivement et défensivement, ça laisse trop l'autoroute derrière nous et ça apporte rien de classique ou plus que classique devant, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, c'est un petit peu ingrat, parce que peut-être qu'il mériterait au moins un 6 sur 10, mais tu vois, à l'instar de son match contre Séville, qui était exceptionnel, ou d'autres matchs comme ça, contre Dortmund par exemple, Lucas Vazquez, c'est un peu une énigme. S'il ne subit pas un ailier puissant ou rapide, il va faire un match énorme parce qu'il est capable quand même de défendre et capable surtout de bien se projeter, d'apporter ses centres, ses percussions, il provoque des pénaux comme on l'a vu à Liverpool, comme on l'a vu à maintes reprises. C'est un très bon joueur de percussion qui peut après se libérer une fois qu'il a un milieu de terrain comme Valverde, etc., qui bouge en tout cas ses montées, mais globalement, malgré un apport offensif plutôt intéressant, défensivement c'est un soldat, enfant du club et tout, mais cette année je trouve qu'en termes de niveau général, il est en dessous. Pour moi, c'est pas un bon Lucas Vazquez. C'est un Lucas Vazquez moyen, voire faible, et qui vraiment nous porte plus préjudice pour le moment que de bonheur. Et dans les grands matchs, on l'a vu à chaque fois. Bilbao, le Barça, on l'a vu partout en fait. On l'a vu partout. En Ligue des Champions contre l'Atalanta, j'allais dire contre Liverpool et tout. On l'a vu défensivement, c'était la galère. Et pour moi, tu peux pas être bon que dans les petits matchs. C'est pas possible. Et même contre le Rayo, il a pris l'eau. Et c'est pas normal, tu vois. Militao. Militao qui s'est fait les croisés une nouvelle fois. Faute à pas de chance évidemment, on regrette toutes les blessures longues, mais après sa blessure a permis l'émergence d'Asensio. Donc d'un côté c'était un mal pour un bien, même si je souhaite à personne de se blesser, évidemment, Militao c'est un joueur de vestiaire qui est souriant, qui apporte la bonne humeur et tout, mais depuis ses premiers croisés, et quand il est revenu, bah footballistiquement il est pas bon. Et depuis son retour, même cette année, il était encore moins bon. Et pour moi, 3 sur 10, c'est encore gentil. C'est pour dire, vas-y, il a rendu de fiers et loyaux services, mais pour moi, sa saison, véritablement, c'est un 2, voire un 1. Et tu vois, il a marqué un but qui nous a bien dépanné, une petite passe D qui nous a bien dépanné, c'est sûr, mais pour moi,
aujourd'hui, physiquement, techniquement et tactiquement, il a la ramasse. Et c'est pas le genre de défenseur dont le Real Madrid a besoin. Même s'il a beaucoup apporté, qu'il a beaucoup progressé, c'est pas autant aujourd'hui, par exemple en seulement 6 matchs, qu'un Raúl Asensio. Le gamin, il monte du Castilla. On fait enfin confiance à un jeune. Première minute à peu près, il te fait une transversale pour Bellingham pour lui ouvrir son compteur en Liga. Et surtout, en 6 matchs, en comptant les rentrées en jeu, à chaque fois, il a été très bon. Il a fait peut-être deux trois boulettes, voilà, qui ont été sans conséquence à peu près, mais le match qui sort à Bilbao, le match qui sort à Anfield, le match qu'il sort dans des stades très compliqués, avec son peu d'expérience au premier niveau, c'est une folie. Une marge de progression importante, et c'est de base le troisième central du Castilla, derrière Jacobo Ramon et Joan Martinez. Donc t'imagines quand même le niveau qu'on a en défense centrale dans le club. Et Raúl Asensio, avec son talent, sa vitesse, sa grinta, c'est un parfait complément à Rudiger. Quelqu'un qui anticipe, qui couvre bien quand on est dépassé en vitesse et qui n'a pas peur d'y aller. Et qui se laisse très rarement passer dans les 1 contre 1, voire jamais. Et pour moi, ce jeune-là mérite d'être titulaire devant Tchouaméni. Tchouaméni, parlons-en. Oui, au milieu de terrain, c'est son poste, mais en défense centrale, il est meilleur. Mais après, en défense centrale, il fait quand même des boulettes parce que c'est pas son poste, il n'a pas les automatismes, il n'a pas les réflexes du positionnement, de la complémentarité avec Rudiger, qui certes l'an dernier pouvait dépanner, mais cette année, en étant en défense centrale, ça cause beaucoup de problèmes. Son erreur contre Séville, où il laisse Issa Romero tout seul derrière, en suivant bêtement le ballon au lieu de suivre le joueur pour l'empêcher de sauter ou au moins le gêner et en tout cas ne pas prendre de but, c'est ce genre d'erreur, des fois sur les placements et tout, il est en retard, il laisse l'adversaire avancer dans la surface, il a provoqué un penalty la dernière fois qui aurait pu nous coûter cher en Ligue des Champions, et pour moi, Tchouaméni, en termes de niveau footballistique, il est vraiment sur la pente descendante. J'en attendais plus. Casemiro aurait pu, certes avec une année de plus, lui montrer le chemin, la vista, comment dire, le vice aussi, pour en tout cas faire des fautes intelligentes, pour se mettre les arbitres dans la poche, pour être à la première relance et tout. Mais quand je vois Casemiro, ce qu'il a porté en se projetant, en prenant des risques, dans les balles longues, les balles courtes, les buts qu'il marquait, son coup de pied arrêté, ses frappes de loin et tout, Tchouaméni, avec un profil plus technique et plus rapide, il apporte pas ça. Le mec, il est pourtant bon de base dans l'anticipation, dans la lecture du jeu, mais il ne le montre pas. Et ses passes sont souvent latérales, il ralentit le jeu, et pour moi, c'est un 4 sur 10. Que ce soit en défense au milieu de terrain, cette année, Tchouaméni, c'est un joueur que j'adore, mais de plus en plus, il est en train de montrer qu'il a peut-être pas ce qu'il faut pour percer durablement au Real Madrid. Et pour moi, si le Real avait une offre exceptionnelle, genre 80 millions et tout, pour moi je le mettrais en vente. Et j'irais chercher quelqu'un d'autre. De genre un Zubimendi à la Sociedad, ou j'irais chercher Rodri à City, peu importe. Mais vraiment des joueurs qui pour moi aujourd'hui sont pas, comme Tchouaméni, pas intéressants dans ce qu'il apporte dans l'effectif. Mais après en défense centrale, là il prend la place de Asensio. Et pour moi Asensio, il ferait beaucoup mieux que Tchouaméni. Et c'est un problème. Même si on te met à notre poste, que tu fais les travaux comme il faut, quand tu as mieux à côté, faut arrêter de privilégier des joueurs comme ça. Alors que pour moi, Asensio doit être titulaire devant Tchouaméni en défense centrale. Il n'y a pas trop de débat. Rudiger, monsieur, je joue 90 minutes tous les matchs. Il s'est pas encore blessé en touche du bois, heureusement qu'il y a eu les fêtes qui arrivent à pouvoir se reposer et tout pour entamer 2025 de la meilleure des façons. Même si Rudiger n'est pas aussi impérial que l'an dernier, parce que forcément, à force d'enchaîner les matchs 90 minutes tous les 3 jours, et en plus à son âge, tu commences à manquer un peu de grinta, de manquer d'attention, mais il est quand même là. Il galvanise, il montre que c'est le patron, il montre qui c'est le papa, et pour moi, Rudiger, c'est un 9 sur 10. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Là, il n'y a pas de photo, c'est un GOAT. Et il n'y a pas photo. J'ai rien d'autre à dire, parce que pour moi, c'est malgré sa fatigue et tout, il est toujours là, il met de l'impact, et puis voilà, on va faire court. Milieu de terrain, Dani Ceballos. Alors pourquoi 6 sur 10 seulement? Parce que même s'il est très bon et qu'il apporte énormément dans un double pivot avec Kama ou avec Valverde, que sa technique à la relance elle est parfaite, qu'il apporte du jeu, que quand il est là il apporte du mouvement, des solutions, des relances pour les défenseurs propres, il apporte simplement ce jeu vers l'avant, cette transition fluide et rapide qu'on a perdu sans Toni Kroos, et pour moi il a cette vista, cette vision de jeu impressionnante, et cet impact aussi à la récupération, même s'il marque pas et qu'il fait pas de passe D, c'est un peu l'homme de l'ombre, tu vois, mais globalement, il joue pas encore assez pour mériter un 8 sur 10 ou un 7 sur 10, enfin au moins un 8 sur 10, mais le 7, tu vois, j'aurais pu lui donner, c'est vrai, parce que ce qu'il fait sur le terrain, c'est les choses qui nous manquaient, et qui nous manquaient pour nous stabiliser.
Et c'est peut-être pas un Toni Kroos purement parlant, mais c'est celui qui s'en rapproche le plus. Dans la gestion du tempo du jeu, dans ce qu'il apporte au milieu de terrain et dans ses déplacements et sa complémentarité surtout avec les autres. Et techniquement, c'est tellement propre que j'attends juste d'en voir plus sur la durée, qu'il ne se blesse pas et qu'Ancelotti le fasse plus confiance. Parce que si titularisation et cette entrée en jeu souvent assez tard, malheureusement, je peux pas lui mettre plus de 6 sur 10. À côté, tu as Valverde. Valverde, je pourrais lui mettre 9 aussi. Je pourrais lui mettre 9. Et c'est vrai que comme Rudiger, il a joué 90 minutes quasiment tous les 3 jours. À chaque fois, il se blesse pas, il est en forme, mais entre ses déplacements en Uruguay et avec le Real Madrid, il était éreinté. Là, il a marqué un but de ouf contre Séville, il a marqué un autre but de ouf la dernière fois contre le Rayo. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, 5 buts, 5 frappes de loin, et il a passé un cap à ce niveau-là parce qu'il tente avec la frappe qu'il a, il apporte énormément dans l'activité, le leadership, il rêve d'être capitaine numéro 1 du Real Madrid et il le sera un jour, c'est sûr. Mais tu vois, Valverde, en ce moment, il était un petit peu en train de tirer la langue. Et malheureusement, lui-même aurait dû dire à Ancelotti, fais-moi souffler. Parce qu'on a du banc. Tu vois, on a du banc. Et quand le joueur fait pas des bonnes prestats, il faut savoir dire stop au moins pour 1 ou 2 matchs. Et au pire, tu rentres en jeu. Mais t'es pas titulaire. Et pour moi, il faut encore qu'il progresse là-dessus. Parce que se cramer inutilement, certes pour le collectif, à la fin, il aurait pu se blesser. Et gravement. Et Valverde, c'est indéboulonnable. Que ce soit arrière droit au milieu de terrain, le mec, il est partout. Et même pour attaquer et tout. Et pour moi, ça mériterait un 9. Mais juste, tu vois, pour ces trous d'air où en ce moment, techniquement, il n'était pas trop là, où il faisait pas des bonnes prestations, même à la récupération, il courait un peu dans le vent pour pas grand chose. Pour moi, c'est un 8. Mais en tout cas, il mérite pas moins et il mérite, allez, 8,5, 9 si vous voulez. C'est pas un problème. Kamavinga, 7 sur 10 et pourquoi pas 8 comme Valverde par exemple, parce que vous le voyez, seulement 11 matchs, il joue pas assez, dans le sens où il se blesse beaucoup, et j'attends qu'un Kamavinga aujourd'hui multiplie les prestations de haute volée comme il a fait à Anfield contre Liverpool pour s'imposer définitivement cette année comme le 6 titulaire. Et qu'Ancelotti arrête de le mettre en arrière-gauche, même si arrière-gauche il est exceptionnel comme on l'a vu encore contre Séville, et qu'il aide l'équipe à se stabiliser, qu'il se projette offensivement, que défensivement c'est solide, et qu'il apporte stabilité et confiance et fiabilité à l'effectif. Le problème, c'est que moi je veux qu'il arrête de se blesser, qu'on fasse une prépa avec lui qui soit bonne et stable, qui joue dans la continuité et qui s'impose définitivement. Et que voilà, il montre pourquoi c'est le numéro 6 du Real et pas un 6 qu'on va mettre arrière gauche et qui doit être indéboulonnable au milieu de terrain. Voilà, mais en tout cas, dans ses projections, ce qu'il apporte, il est exceptionnel. Et pour moi, c'est un des meilleurs choix de sa carrière qu'il ait fait d'aller au Real Madrid et pas ailleurs, comme certains disaient que c'était un mauvais choix. Parce qu'il a gagné son temps de jeu, il a mérité son temps de jeu. Et pour moi, aujourd'hui, il doit faire encore plus en n'étant pas blessé si possible. Et pourquoi pas en prenant encore plus de risques et simplement, pourquoi pas en tirant aussi un peu plus. Parce qu'il pourrait marquer, hein. Il pourrait marquer, mais il prend pas cette chance. Donc pour moi, 7 sur 10. Luka Modric, la légende du club, le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec 28 trophées pour l'instant. Le problème, c'est que là, il a plus le même rôle. Certes, il a joué 10 matchs titulaires, il a fait 14 entrées en jeu. Certes, c'est toujours un des choix promis d'Ancelotti pour rentrer. Certes, il a fait 4 passes D, ce qui est quand même énorme pour l'instant pour un joueur qui n'a plus le même protagonisme. Plus de passes D que certains joueurs titulaires, par exemple. Mais pour moi, il a plus cette même magie, il a plus ce même impact, il a plus cette même facilité dans le jeu. Ça dépend, il y a des équipes contre qui il va briller, souvent les équipes un peu faibles et tout, mais dès qu'il y a de l'impact, dès qu'il y a de l'intensité, et dès que le match devient compliqué, où il faut courir derrière la balle et tout, Luka Modric cette année, bah, il fait son âge. Et malheureusement, 5 ou 6 sur 10 c'est maximum. Après, il y a des phases où il a toujours sa magie, mais pour moi, il sait qu'il a perdu ce protagonisme, il sait que c'est plus le même Luka Modric, et son âge commence à peser, et c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Attendez, hop. Voilà. Arda Güler. Arda Güler, le problème, 5 sur 10, pourquoi? Bah simplement, il joue pas assez. Il joue pas assez. 7 titularisations, 12 entrées en jeu, 1 but, 3 passes D. Alors oui, c'est très correct par rapport à son temps de jeu en termes de minutes. Mais le problème, c'est que quand il joue, il manque tellement de rythme, il manque tellement de confiance, et on le met tellement à des postes bizarres au milieu de terrain, sur le côté, dans l'axe et tout, qu'à la fin, en fait, même lui est un peu perdu. Genre, il profite pas assez de son temps de jeu quand il est titulaire, il prend pas assez de risques, il joue de manière un peu scolaire parce qu'il a pas envie d'en faire trop, il a pas envie de prendre des risques pour qu'on le sanctionne, parce qu'il fait partie des joueurs malheureusement où Ancelotti est injuste, dans le sens où si, imaginons, il fait un match moyen pendant 45 minutes, il va sortir à la mi-temps. Là où d'autres joueurs pourraient faire des matchs merdiques pendant 90 minutes et ils sortiraient jamais. Et c'est un peu le problème. Et pour moi,
on n'est pas juste avec Arda Güler, dans le sens où il pourrait jouer plus, il peut apporter plus, et il lui faut plus de confiance. Et ça passe par le temps de jeu, la répétition des matchs, que ce soit dans les bons avec de l'intensité ou les petits matchs où il y a plus d'espace, plus de tranquillité à développer son jeu. Et pour moi, aujourd'hui, Arda Güler, sa note, elle est surtout basse à cause du traitement d'Ancelotti. Mais je peux pas lui mettre 6 ou 7 parce qu'il joue pas assez et il n'est pas assez impliqué dans les bons résultats de l'effectif, surtout dans les bons matchs, tu vois. Et c'est un peu compliqué. Brahim Diaz, cette année, c'est un peu moite-moite. Il est un coup titulaire, un coup remplaçant. Il profite des blessures, des suspensions pour jouer. C'est un joueur à l'attitude irréprochable. Vous le savez, c'est un peu mon chouchou dans l'effectif. Brahim Diaz, Brahim God Diaz, comme j'aime bien l'appeler. Tu vois, l'Espagnol marocain, 2 buts, 3 passes D. Alors certes, il part sur des standards moins élevés que l'an dernier, par rapport au même stade de la saison où il marquait quand même beaucoup plus la saison passée, parce que l'an passé il était quand même un peu plus titulaire je crois à la même période, parce qu'il y avait eu plus de blessures comme celle de Rodrigo, comme celle de Vinicius plusieurs fois, il y avait aussi forcément Kylian Mbappé qui n'était pas là, donc globalement il y a aussi quelques blessures de Jude, donc il avait plus de facilité à jouer à son vrai poste. Là il joue dans un 4-4-2, il joue devant parfois, dans le 4-3-3 il est exilé sur le côté droit, alors même s'il est très bon à droite, son vrai poste en général c'est dans l'axe du terrain, derrière un ou deux attaquants. Mais comme il n'est pas à son vrai poste tout le temps, il apporte quand même cette percussion, ses mouvements aussi pour permuter avec les autres, il apporte simplement sa présence dans la surface, ses solutions au porteur du ballon et aussi simplement pour attirer les joueurs. Et pour moi, il est extrêmement décisif dans ce qu'il apporte. Et que ce soit titulaire ou en sortie de banc, même si certains disent qu'il est meilleur en sortie de banc que titulaire, pour moi, en ce moment, même s'il paraît moins rayonné que Rodrigo, que Vinicius ou Kylian ou Jude, pour moi, il est toujours un maillon essentiel de cet effectif-là. Et il serait titulaire quasiment dans la plupart des gros clubs européens. Et chez nous aussi, il pourrait être titulaire. Il y a même des périodes, surtout l'an dernier, où il était largement meilleur que Rodrigo. Donc pour moi, tu vois, Brahim Diaz, c'est un 7 sur 10, et il pourrait pourquoi pas monter à 8 quand sur le terrain, tu vois à quel point il est magique. Hendrick, pour moi, son faible temps de jeu, parce que, on va le dire, son faible temps de jeu, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Genre vraiment. C'est des rentrées en jeu de même pas 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes. C'est une titularisation seulement à laquelle il n'a pas profité, tout comme l'ensemble de l'équipe ce jour-là. C'est un but de fou, de 30 mètres quasiment venu d'ailleurs. C'est des rentrées avec un but aussi pour son premier match. C'était, tu vois, de belles promesses. Et malheureusement, je ne sais pas ce qu'Ancelotti a avec lui. Certes, t'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Brahim, t'as Kylian Mbappé. Mais dans ce cas, pourquoi tu le gardes? Si tu le fais pas jouer parce que t'as d'autres joueurs, pourquoi tu le gardes? T'aurais pu garder Rossellou qui a un profil complémentaire à ce qu'on n'a pas. Et Hendrick, le pauvre, il ronge son frein. Même quand on mène 4-0, il rentre pas. Ou alors il va rentrer 5 minutes. Et pour moi, c'est pas un bon signal envoyé. Oui, le gamin doit sûrement s'adapter à un autre pays, nouveau continent, un vestiaire de star. Mais à Palmeiras, il était avec des adultes de 30-35 ans. Il a gagné le championnat du Brésil, il a gagné des coupes au Brésil, chez les jeunes et chez les pros. Il était titulaire chez les pros à 16 ans, il a marqué des buts de fou, il a gagné des matchs hyper importants en Copa Libertadores. Pour moi, il mérite un peu plus de respect. En Liga, c'est un autre niveau, c'est vrai, mais pour moi, s'il joue pas, comment tu veux qu'il s'adapte? Kylian, quand il n'était pas impérial, il méritait d'aller sur le banc. On aurait pu avoir Hendrick beaucoup plus tôt et beaucoup plus souvent. Tout comme certains étaient peut-être mauvais, ou simplement des matchs qui étaient déjà tués, fais tourner. Dans une saison, on a beaucoup de blessures, où le calendrier il est chargé, fais tourner. Et le problème, c'est que Hendrick, certes, c'est pas le plus habile par moment, mais un joueur qui ne joue pas assez, qui a le ballon qui lui brûle les pieds à cause du manque de confiance et de rythme, comment tu veux qu'il soit au top du top quand tu fais appel à lui? Les joueurs, il faut faire appel à eux en tout temps, pas uniquement quand tu as des blessures, des suspensions et que tu n'as plus le choix. Sinon, à ce moment-là, tu l'envoies en prêt en Liga, je sais pas où, pour qu'il s'aguerrisse, à Valence, à Séville, je ne sais où, et tu fais monter Gonzalo Garcia du Castilla. S'il paraît meilleur, Gonzalo Garcia, pourquoi on a acheté Hendrick? Je vous le demande. Donc à un moment donné, faut être juste aussi. Certes, il mérite que 3 sur 10 parce qu'il a pesé en rien sur les victoires de l'effectif et du club, et qui joue pas assez, voire pas du tout, mais pour moi, ce 3 sur 10, voire 2 sur 10, ça pourrait être au moins un 5 ou un 4, voire un 6 s'il pouvait jouer plus régulièrement. Parce que je suis sûr qu'il a le niveau. Il a le niveau pour faire d'énormes choses. Mais bon, après Ancelotti, il pense pas comme nous. Comment vous dire? Quel mot je pourrais trouver pour Jude Bellingham? Jude Bellingham, c'est hors norme. C'est hors norme.
Seuls les Footix diront au début de saison, même s'il a mis longtemps à marquer son premier but qui a déclenché après la suite que vous connaissez, seuls les Footix diront qu'il a fait des mauvais matchs. Il a eu une petite blessure au début de saison, après le match contre l'Atalanta en Super Coupe d'Europe, où il a été l'homme du match. Il a été l'homme du match, j'avais pas de photo. Le mec, il est partout. Même quand tu le balades à gauche, à droite, partout sur le terrain, quand l'effectif en avait vraiment besoin, n'arrivait pas à se stabiliser, n'avait pas de tactique définie, et il n'y en a peut-être toujours pas par moment, le mec, il court pendant 90 minutes. Il s'arrache jusqu'à avoir la langue qui touche le sol. Il se relève tout le temps. Il se plaint jamais. Il est exemplaire. Il fait tout ce qu'il faut. Il attaque, il défend, il crée le jeu, il galvanise. Il est arrivé l'an dernier. Il aurait pu être ballon d'or en gagnant l'Euro s'il perdait pas la finale contre l'Espagne. À seulement 20 ans. Là, à 21 ans, c'est un leader, c'est un taulier. C'est un capitaine sans brassard, si tu préfères. Et pour moi, ce qu'il fait à son âge et à ce niveau, avec une telle régularité, but ou pas but, passe D ou pas passe D, c'est exceptionnel. Et il mériterait même un 9,5 pour moi, sur 10. Un 9,5. Tellement c'est impressionnant ce qu'il fait. J'ai pas de mots, en fait. Il n'y a pas d'autres mots pour dire GOAT et Masterclass. Et pour moi, les buts qui arrivent en ce moment, ça me fait super plaisir de voir sa célébration faite comme ça. En plus, tu vois, Jude Bellingham, j'ai son maillot ici. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est celui que j'ai floqué avec Bellingham. C'est le orange que j'ai floqué avec Brahim Diaz. Bah, tu vois, pour moi, Jude, c'est l'exemple même de la réussite, de la fierté, du Madridista, tu vois. Et pour moi, j'espère qu'on le gardera énormément de temps tant qu'il restera à ce niveau bien sûr et qu'il continuera de progresser parce que là bizarrement depuis que tactiquement c'est réglé où il est mieux positionné et tout qui se projette, qui défende etc bizarrement le Real Madrid gagne tous ses matchs et quasiment et en tout cas lui il fait des belles prestations et il sauve l'effectif et l'équipe dans des situations bien mal embarquées donc bravo à lui en tout cas. Rodrigo comment dire 8 sur 10 pour moi la note elle est bonne. Elle mérite pas d'aller plus haut ni d'aller plus bas. Dans le sens où tu vois, il a une belle activité. Certes, c'est le moins en vue du quatuor en termes de stats peut-être, mais son apport sur le terrain, sa qualité technique lui permet de faire un peu le lien avec tout le monde. Ça permet de jouer en 4-3-3, en 4-4-2. Certes, à des moments, il a été un peu sacrifié dans le 4-4-2 de base, mais pour moi, Ancelotti sait que Rodrigo est exceptionnel. C'est que Rodrigo est un talent exceptionnel et un talent dont on ne peut pas se passer. Contre les équipes regroupées, là où tu as de l'espace, avec sa vitesse, sa percussion, sa technique, les petits espaces, sa capacité à jouer sur tous les côtés, même s'il est meilleur à gauche, on le sait tous. Mais à gauche, tu as déjà Vinicius, tu as potentiellement Kylian aussi. Mais pour moi, Rodrigo, c'est un joueur qui est extrêmement intelligent et on serait extrêmement débile de le vendre un jour. Pour moi, c'est quelqu'un de très fort, qui peut tout apporter, qui peut tout développer dans un jeu et une pépite qu'on voit rarement. Je fais beaucoup d'éloges à Rodrigo, car pour moi j'avais de grandes attentes, même si l'an dernier m'a beaucoup déçu sur plein d'aspects. On a quand même gagné beaucoup de choses avec un Rodrigo qui n'était pas au top niveau. Mais cette année, je le vois bien parti. Et je suis persuadé qu'au bout d'un moment, il va passer des paliers qu'on ne peut pas imaginer. Et peut-être finir au niveau de Vinicius. Et ça serait vraiment exceptionnel. Parce que là, il n'y est pas encore. Il est dans les traces de Vinicius, mais il n'a pas le même aura. Et je suis persuadé qu'il peut un jour avoir cette aura-là. Et qu'on aura vraiment un trio de monstres de chaque côté. Et pour moi, il peut vraiment avoir ce niveau. Donc pour moi, 8 sur 10 parce qu'il peut encore progresser. Et vraiment, pour l'instant, très bon début de saison. Kylian Mbappé. Alors, statistiquement parlant, c'est plutôt correct. Mais on parle de Kylian Mbappé. On parle pas d'un joueur de district. On parle d'un mec qui, de base, veut concurrencer les Cristiano et les Messi dans l'histoire. Un mec qui a toujours pas le ballon d'or ni Ligue des Champions, mais qui arrive avec un statut, beaucoup d'attentes. Un joueur qui, dans le jeu, est famélique, on va pas se mentir. Même si, depuis l'interview avec Click, il s'est réveillé, pour moi, il y aurait peut-être deux notes à mettre, tu vois. Tu as la note avant l'interview de Click, donc le Mbappé de août jusqu'à fin novembre, qui vaut 2 sur 10. 2 sur 10, tellement il est éclaté de base dans les passes, les dribbles, le placement, tellement c'était un poids mort sur le terrain, tellement il mettait que des tapines, des pénaltys et tellement il apportait rien, il ratait des occasions, il nous a coulé contre Liverpool, le Barça, il a coulé énormément le club par ses hors-jeux, ses mauvaises prestations, ses pénaltys ratés et tout. Vraiment un mauvais pari de Florentino Pérez. Évidemment, il faut être patient dans la vie. Il s'adapte à un nouveau pays, un nouveau club, une nouvelle exigence, une nouvelle pression. T'avais l'affaire en Suède, mais qu'il a provoqué en y allant là-bas lorsqu'il n'avait pas allé là-bas. Il a eu quelques blessures, quelques malentendus avec l'équipe de France. Beaucoup de rumeurs qu'il n'a pas tues de base dans les médias. Mais dès qu'il a tout mis
en tout cas en évidence dans les médias, bizarrement, il s'est libéré. Et depuis le match contre Bilbao, où il a lui-même avoué qu'il avait touché le fond du trou et qu'il devait se réveiller, bizarrement, on retrouve un nouveau Kylian. Un Kylian qui est plus percutant, plus avenant, un Kylian qui surtout se montre mobile, se montre plus intelligent dans ses choix, le ballon ne lui brûle plus les pieds, il est plus en tout cas concentré pour marquer des buts, même s'il pourrait marquer des doublés, des triplés, tellement il rate encore des occasions, mais petit à petit on retrouve le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France dans ses grandes heures. Et pour moi, pour 2025, il y a des motifs d'espoir. J'ai beaucoup gueulé sur lui parce que je suis objectif. S'il est pas bon, je le dis. S'il est bon, je le dis. C'est pas une question de retourner sa veste. Un joueur pas bon, peu importe la patience. Lui, il n'a pas l'étiquette d'un joueur moyen. Il a l'étiquette d'un possible meilleur joueur du monde. À un moment donné, il faut avoir l'exigence qui va avec. Si tu as l'exigence d'un Rossellou avec un Kylian Mbappé, c'est pas normal. Revois tes priorités, ta façon de voir le football. Parce que Rossellou, même s'il a été énorme, c'était pas un grand joueur de base. Et c'est pas un grand joueur non plus. Il nous a aidé énormément, on le remerciera jamais assez, mais tu n'avais pas la même exigence envers Rossellou qu'envers Karim Benzema. Bah c'est pareil avec lui, t'as pas la même exigence envers Rossellou qu'avec Kylian Mbappé, tu vois. Donc pour moi, Kylian doit faire plus. Donc 8 sur 10, à peu près, si imaginons tu comptes juste après Bilbao, mais ce serait injuste de compter comme ça, et 2 sur 10 avant. Mais pour moi, ça fait une note entre 5 et 6 sur 10. Voilà, si tu fais un petit constat, pour ses buts, ses stats, on va dire ça le sauve un petit peu. Et pour terminer la vidéo qui est déjà un peu longue les amis, je suis désolé, mais bon, c'est le temps de bien sûr tout développer, etc. comme il faut sans rusher. Vinicius Junior, tout comme Bellingham, qui aurait mérité aussi un 9,5 sur 10. Vinicius, c'est épatant. C'est épatant parce qu'on pense qu'il atteint des plafonds et au final, il arrive toujours à nous surprendre. Il arrive toujours à aller plus loin, surtout en Ligue des Champions où c'est vraiment sa compétition, en étant le joueur le plus décisif depuis son arrivée au Real Madrid en Ligue des Champions. Et pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Il aurait mérité ce ballon d'or devant Rodri. Il devait le gagner devant Rodri. Et pour moi, ben, il a fait une demi-saison de ballon d'or. Si le Real Madrid s'est maintenu à flot, même s'il a eu quelques pépins physiques ou là, tu vois, il a été suspendu contre Séville, pour moi, ses entrées sont décisives, ses matchs sont décisifs, et surtout, tout ce qu'il apporte, le danger, la peur qu'il instaure chez l'adversaire, c'est une aura de ballon d'or. C'est une aura de ballon d'or. Et pour moi, Vinicius doit continuer au Real Madrid le plus longtemps possible, même si on parle d'un possible départ en Arabie Saoudite en 2026 ou 2027. Et pour moi, il doit rester là pour gagner plein de Ligue des Champions, de Liga, de records et de Ballon d'Or. C'est tout. Et pour moi, Vinicius, même s'il a un comportement qui doit encore améliorer par moments, parce que des fois il râle, il prend des jaunes bidons, il se déconcentre et des fois ça met un petit peu d'énergie négative à l'effectif dans les moments où on n'en a pas besoin. Mais globalement, on l'a vu contre Dortmund et tout, quand il est là, c'est à fond la caisse. C'est à fond la caisse. Et un joueur comme ça, c'est indéboulonnable. Et tu vois, il a manqué dans des gros rendez-vous qu'il a manqué cette saison, mais je suis persuadé qu'en 2025, avec son repos, la prépa qui sera finie à fond, il va tout exploser. Et tu vas voir que le ballon d'or qu'il n'a pas eu cette année, peut-être qu'il ira le chercher en 2025, avec des stats, des performances, et là actuellement c'est lui leader du Real Madrid. À l'époque on pensait qu'il serait dans l'ombre de Kylian, aujourd'hui c'est Kylian qui est dans son ombre. Et ça, personne n'aurait pensé ça. Et pourtant c'est la vérité. Vous êtes bien éveillés les amis. Donc franchement je suis fier de lui. Et j'espère qu'il passera encore plus de paliers pour viser un jour la saison 10 sur 10. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire les amis ce que vous pensez de ma vidéo, de mes analyses. N'hésitez pas à mettre vos notes en commentaire, votre top 5, votre flop 5 aussi. Et puis je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!